Donc bonsoir Bruno, ravi de t'accueillir ce soir. Pour nous, c'est un épisode assez exceptionnel parce il y a beaucoup de fidèles du podcast. Et en plus, tu as fêté le 300e épisode la semaine dernière, donc c'est aussi, tu tiens dans la durée, donc c'est clairement impressionnant. Il y a plein de ressources chouettes et puis ce format podcast, toujours avec des invités différents qui ont des choses à raconter, pas forcément des gens qu'on a l'habitude d'entendre ailleurs. Donc c'est une source, une source d'inspiration et c'est sympa, même si tu m'en voudras pas. Parfois j'écoute les podcasts à 1,25 ou 1,50 pour que ça dure moins longtemps, mais ça reste très dense. Et donc l'idée de ce soir, l'accroche qu'on avait donnée, c'est pourquoi tu as créé ce podcast et ce que ça t'a permis de faire aussi en termes de réseau professionnel, mais aussi il y avait un volet de veille et puis de défis perso sans rentrer dans des choses trop personnelles. Tu as industrialisé aussi un peu le process autour du podcast et donc on parlera un peu code et no code et puis des sujets d'actualité. Alors comme d'habitude, on accueille les gens progressivement et là, Audrey nous avait concocté un petit icebreaker pour savoir si vous écoutiez régulièrement des podcasts tech avec les petits smileys entre le souvent et rarement. Pareil, comme d'habitude, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on vous encourage à en écouter souvent parce que ce sont des formats longs le plus souvent. Et c'est vrai que dans notre capacité en général à prendre de l'information, on va entre du tweet, des messages très courts ou juste des unes de journaux, d'articles. On a du mal à rester profondément sur un sujet. Et le podcast, ça nous permet de nous isoler, soit quand on marche, on court, quand on est dans les transports en commun ou quand on a des insomnies. Mais c'est un temps long sur la discussion et on prend le temps du contact et c'est un format qui est chouette. Et honnêtement, le tien, sans flagornerie, ça fait partie de ceux que la communauté des profs chez nous, des formateurs, des tuteurs aiment beaucoup. Donc, ils sont ravis et moi, je suis très fier de t'accueillir ce soir, en toute simplicité, mais c'est un plaisir pour moi. Alors, comment ça fonctionne l'Happy Hours? Les gens, je pense qu'on a des habitués maintenant. Au-delà du jeu de mots subtil, Happy Hours, c'est un format d'1 heure de podcast sur la culture tech et la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, la dominante, ce sera la culture tech, avec un accès en direct au speaker, donc des questions et les échanges qui sont possibles sur la barre de gauche. Et puis, on a nos petites histoires. Je fais Monsieur Loyal, même si tu as beaucoup de choses à raconter naturellement. C'est une discussion la plus fluide possible et assez informel. C'est un temps en fin de journée, sympa aussi pour parler de nos sujets sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Pour les questions, alors oui, sur les colloques, pardon, vous êtes venus pas pour nous, mais on va dire un mot de ce qu'on fait. On est un organisme de formation métier de la tech, 100% à distance et en synchrone. Donc les cours commencent à 9h, finissent à 17h. On forme à peu près 1500 personnes par an sur des formats intensifs, 8 à 10 mois, à la fois sur des filières de développement et sur des filières cyber, sécurité, réseau. Notre site est très bien fait, il y a un joli catalogue. Si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à y aller. Mais le clou du spectacle ce soir, c'est pas le catalogue formation, c'est notre échange. Alors, depuis la semaine dernière, je n'ai pas changé de titre, peut-être de coupe de cheveux, parce que je suis passé chez le coiffeur tout à l'heure, mais c'est toujours moi. Et surtout, Bruno, qui va se présenter un peu plus longuement, parce que ce que c'est, tu as toujours dans ta manière de lancer le podcast, tu es un dev, et le DEV, ça dit quelque chose, et je t'en laisse la primeur. Et avant de passer la parole à Bruno, donc la présentation pour les questions, le chat à gauche qui commence à être très intuitif, quand même, on est toujours sur Big Blue Button. Audrey modère et regarde tout ça. Je jette un œil aussi sur les questions et on interagit naturellement. Et pour la semaine prochaine, pardon, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, le 19, on accueille quelqu'un que tu as déjà accueilli, qui est Evan Bassona, qui a plein de choses intéressantes à raconter, parce que notamment, il a cofondé
un studio de jeu indépendant. Et puis, il est formateur et coach de dev par ailleurs. Donc, il a aussi plein de choses à raconter. Je pense que ce ne sera pas spécialement redondant avec ce qu'il a raconté chez toi, parce que depuis, voilà, il s'est passé plein de choses. Donc voilà. Pour le lancement, donc c'est à toi. Il y a toujours le petit temps il faut que je te passe le présentateur pour que tu aies la main sur tout ce qu'on te raconte. Et je vais supprimer la planche pour que tu aies la plus de place possible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Merci beaucoup effectivement de l'invitation. Merci de tous ces compliments et toutes ces salutations. Je suis flatté de savoir que autant de gens écoutent et apprécient ce podcast que effectivement je mène depuis plus de 6 ans maintenant. On vient de faire l'épisode 300 la semaine dernière. J'ai eu la chance de faire un épisode que, en tout cas, moi, je trouve assez exceptionnel, puisque j'ai reçu le général Tisser, qui n'est autre que le général qui est à l'origine du ComCyber, qui est le commandement de cyberdéfense interarmée de France, donc qui est en gros la création de la cyberarmée française, et qui nous fait un épisode qui nous raconte un peu tout ça. Un épisode passionnant que je vous recommande bien évidemment d'écouter. Alors effectivement, j'ai tenu dans la durée grâce au fait d'être dev, parce que j'ai pu automatiser une bonne partie de la chaîne de production de mon podcast, parce que tout se fait tout seul. Moi, je ne fais que discuter avec des gens au final, ce qui facilite grandement la production d'épisodes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Evan Boissonneau, effectivement, super invité, que j'ai reçu il y a un petit moment, donc je pense qu'effectivement, il y a eu du changement. Mais effectivement, super profil, et c'est intéressant d'avoir cette découverte du monde du jeu vidéo, qui est une approche du dev un peu différente. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait la question de est-ce qu'on écoute beaucoup de podcasts tech? Eh ben, je vais peut-être surprendre, mais moi, je n'écoute aucun podcast tech. Je n'écoute. Alors, en fait, pour être sincère, j'écoute maintenant très très peu de podcasts, puisque avant j'étais comme toi, Cyril. J'écoutais les podcasts en x2. J'ai eu une époque où j'écoutais énormément de podcasts, et j'avais une playlist qui était hyper longue, donc je les écoutais en x2. Et je suis arrivé à un stade où en fait je passais mon temps à écouter des gens parler, des gens apprendre des choses. J'ai fait une overdose d'informations, et donc je me suis fait une cure de sevrage pendant quelques mois. J'ai arrêté d'écouter tout podcast. Je continue à faire le mien, mais j'ai arrêté d'écouter tout podcast, et je reprends doucement petit à petit les podcasts pour essayer de ne pas retomber dans les travers. Donc j'ai écouté pas mal de podcasts de tech, mais là maintenant je fais un choix d'écouter que des podcasts qui me font marrer, que des podcasts un peu humoristiques pour me changer les idées. Donc je recommande forcément d'écouter des podcasts tech, parce que c'est à mon avantage, mais il y a des tas d'autres formats qui existent bien évidemment, qui peuvent s'y prêter pleinement. Il y a aussi l'idée dans le lancement de ton podcast, tu l'as fait aussi dans un contexte bien particulier. Il y avait aussi développer ton réseau, ton expertise, et puis aller vers les gens qui avaient une expertise que tu voulais développer. C'est assez, je trouve ça assez malin. Comment tu as réussi à faire les premiers pas? Parce qu'en fait, quand on dit 300 épisodes, on trouve ça normal, mais je pense que les plus durs, ça doit être les 5 ou les 10 premiers, non? Oui, alors c'est effectivement ce qui est très dur dans le monde du podcast. Il faut savoir que je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois que c'est 75% des podcasts qui se lancent s'arrêtent dans les 10 premiers épisodes, parce que il y a une vraie difficulté au démarrage qui se joue sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que ton premier épisode, en gros, il y a tes potes, tes parents, tes cousins qui l'écoutent, donc tu fais un chiffre d'audience qui est somme toute correct. Mais le deuxième, d'emblée, tu as beaucoup moins de gens qui l'écoutent. Et donc ton épisode 2, ton épisode 3 font quelques dizaines d'écoutes, ce qui fait très très peu. Et donc c'est difficile de continuer à dire des choses en sachant que personne ne t'écoute. Donc il y a cette difficulté-là.
Et après, une autre difficulté, c'est que dans le monde du podcast, en fait, ou dans le monde de la création de contenu en général, ce qui fonctionne et ce qui aide à réussir, c'est de maintenir dans la durée, c'est d'avoir une régularité et de tenir la régularité. Et quand tu fais le choix de faire un épisode par semaine, bah, mine de rien, faut réussir à garder le rythme, d'avoir suffisamment d'invités, d'avoir un peu de stock, d'avoir un peu d'avance et de maintenir le truc. Et même faire, tu vois, ce que vous faites avec les happy hours, d'avoir une happy hour toutes les 2 semaines, bah, mine de rien, c'est du taf d'être sûr d'avoir quelqu'un qui est là pour faire le truc et autres. Vous avez en plus, vous, avec les happy hours, la difficulté que tu as un créneau qui est quand même un peu posé pour faire ça. Moi, je peux faire mon enregistrement le mercredi matin, le jeudi soir, le vendredi après-midi si on veut, ou même le week-end. Donc tu vois, j'ai une flexibilité en plus. Mais le fait de tenir le rythme, c'est aussi une des grosses difficultés dans cette optique de création de contenu. Donc il faut s'y atteler. Moi, en ce qui me concerne, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai décidé de me lancer et de créer ce podcast, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un très bon ami qui s'appelle Laurent Kretz, qui est un des cofondateurs d'une agence qui s'appelle Cosa Vostra. Si vous écoutez des podcasts, vous connaissez Cosa Vostra parce que Mathieu Stéphanie anime le podcast le plus écouté de France, enfin hors podcast Replay Radio. C'est le podcast indépendant le plus écouté de France. Euh, et donc chez Cosa Vostra, il y a beaucoup de podcasts. Et donc un soir, j'ai discuté avec Laurent et je lui dis que j'aimerais bien faire un podcast pour les développeurs et développeuses. Et il m'a dit, bah, euh, fais-le avec nous. En fait, nous, on en fait plein. On a du matos, on a un studio, tu peux le faire chez nous. Ça nous fera plaisir. Donc, en fait, ils m'ont énormément aidé parce qu'ils m'ont mis à disposition un studio, du matériel d'enregistrement professionnel, ce qui permet quand même d'avoir une qualité audio extrêmement bonne. Parce que aussi, un des inconvénients du podcast, c'est que les gens n'ont que l'audio. Ils ont vraiment, c'est ta seule interaction avec les gens. Et donc, si tu as une qualité audio qui est pas bonne, bah, vu l'offre de podcasts qu'il y a sur les plateformes, les gens s'emmerdent pas à t'écouter et tu disparais dans les limbes. Donc, le fait d'avoir déjà tous ces moyens techniques à disposition était quand même aussi une énorme aide. Et quand on te met tout ça à disposition, bah, tu as quand même envie de continuer et de pas laisser tomber pour des sujets comme ça, quoi. Et on n'a finalement pas tant parlé de toi au début, professionnellement. Qu'est-ce que tu as fait avant le podcast et quel est, en fait, quand tu fais pas du podcast, voilà, c'est quoi ton boulot? Ouais. Alors moi, en ce qui me concerne, ce que je raconte souvent pour expliquer un peu d'où je viens, moi j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur extrêmement tôt entre les mains. Ma mère raconte avec fierté que je savais utiliser un ordinateur avant de savoir lire. J'ai appris à lire à un âge normal, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais donc j'ai été très tôt au contact effectivement de l'informatique. Je me souviens encore de mon père qui débarquait à la maison pour nous présenter Internet en 1994. On avait un numéro d'abonné chez Club Internet, qui est un premier fournisseur d'accès à Internet en France, qui était inférieur à 200. Donc, tu vois, on était vraiment parmi les premiers à toucher à ça. Et d'ailleurs, j'ai eu le nez creux parce qu'en 94, moi j'avais 13 ans. J'expérimente Internet du coup avec un modem 14 kilooctets à l'époque. Donc à l'époque sur Internet, il n'y avait que du texte, que des sites en anglais, pas d'images, pas de vidéos, absolument rien de dynamique. Et donc j'ai dit à mon père, ton truc c'est nul, ça marchera jamais. Ce qui montre quand même une capacité à anticiper les tendances dès le plus jeune âge. Et j'ai commencé à coder assez tôt, parce que je crois que j'ai commencé à coder dans les début des années 90, vers 90-91, quand j'étais au collège. J'ai créé mes premiers sites web qui gagnaient de l'argent en étant au collège, collège-lycée. Donc, tu vois, je suis dans le dev depuis très, très, très longtemps. Ça fait 30 ans que je suis développeur. Dans le monde pro, j'ai créé pas mal de startups. J'ai été CTO majoritairement, j'ai été CEO, j'ai été COO. J'ai fait beaucoup de choses, toujours dans le monde de la tech, toujours dans le monde de l'innovation. Ça a toujours été une tendance. Et
quand j'ai créé le podcast à l'époque, j'étais CTO d'une startup qui s'appelait Auction.fr. Et ce qui m'a amené en fait à créer le podcast, c'est que la boîte grandissait, il y avait des questions techniques de plus en plus complexes qui commençaient à se lever, des questions de management aussi, et donc j'avais besoin d'apprendre d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux apprendre sur le tas, mais j'avais la nécessité de pouvoir me confronter à d'autres personnes, à mes pairs, comme on dit, pour apprendre. Mais j'ai un inconvénient, c'est que je suis très timide. Je ne savais pas comment contacter les gens, je ne savais pas comment demander conseil. Et j'ai eu cette idée étrange un soir de me dire, en fait, peut-être que je pourrais créer un podcast. Comme ça, en fait, j'invite des gens sur mon podcast, donc ça me donne un prétexte pour contacter des experts et passer 1 heure tout seul avec eux dans une pièce à extraire tout leur savoir. Et donc, j'ai comme ça que l'idée est apparue. J'ai eu la chance de pouvoir en parler à Laurent qui m'a proposé donc tous ces moyens techniques. Ça fait 5 ans et demi que je fais ça. Et tu peux vraiment corréler, il y a certains épisodes qui sont vraiment directement liés à des projets ou à des questions techniques que j'avais sur le terrain dans mes différentes boîtes où j'avais besoin. Par exemple, il y a un épisode sur Elasticsearch parce qu'on se posait la question de est-ce qu'on prend Elasticsearch ou pas dans ma boîte. Et je me suis dit, plutôt que de faire appel à un commercial Elasticsearch qui va me vendre sa sauce, je vais faire appel à un développeur élastique. Pareil sur Postgre, plein d'épisodes sur la sécurité aussi sont liés à des problématiques que j'avais. Les épisodes sur l'infra, sur les premiers épisodes sur Kubernetes, parce que c'est que j'avais besoin de taffer le sujet. Donc moi aujourd'hui, c'est une source de travail hyper utile. Et puis, il semblerait que ça bénéficie aussi à d'autres personnes autour de moi, donc tant mieux. Mais à la base, j'ai choisi un podcast parce que je suis quelqu'un de timide. C'est un choix. Il y a un intervenant, je pense qu'il doit y avoir un élève qui n'avait pas bouclé son micro. Ouais. Oui, en gros, tu enregistres, si je tire un peu le trait, tu organises des cours à domicile, tu l'enregistres et tu le diffuses. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ce qui est très smart parce qu'en fait, après, tu finis aussi de toute façon, tu partais pas de rien, mais de développer aussi une vraie expertise et on voit dans les suites des épisodes aussi, tu développes des convictions et ça renforce aussi les tiennes. Si on parle un peu... Oui, pardon. Non, mais je pense qu'effectivement, si quelqu'un a le courage d'écouter les 300 épisodes dans l'ordre, je pense qu'on peut voir en tout cas j'espère, une montée en gamme sur des sujets techniques où tu vois, je pense qu'il y a des opinions effectivement qui ont changé, des perceptions qui ont changé à mesure que j'enregistrais avec différentes personnes. Et au niveau, tu disais tout à l'heure que tu rentrais tu faisais que l'enregistrement, tout le reste était automatisé. Qu'est-ce que tu as mis en place comme stack? Parce qu'en fait, aujourd'hui, depuis quelque temps, on entend le podcast is the new blog. Parce qu'à un moment, quand tu voulais exister, même en termes de personal branding, tu avais un ticket d'entrée qui était faible. Le blog, c'était, tu peux aller sur des plateformes hébergées ou au pire, tu vas aussi tu montes ton WordPress. Faut pas, voilà, ça ne demande pas énormément de boulot. Et puis en fait, il y a aussi une multiplication des podcasts. Et or, c'est quand même très prenant. Et pour maintenir le rythme, tu as un peu tout automatisé du sol au plafond. Donc sans révéler de secrets de fabrication, mais si on devait créer des vocations, comment, voilà, quelle idée comment tu as mis en place ta stack technique qui te permet de finalement mettre les pieds sous le bureau, allumer le micro et puis tout laisser automatiser et être préparé uniquement sur le contenu, quoi. Alors ça s'est fait petit à petit. Je pense qu'en tout, j'ai mis 2 ans à construire toutes ces automatisations. Au fil de l'eau, là, ça fait un petit moment que j'y touche plus parce que les choses tournent relativement bien toutes seules. En fait, c'était en 2020, quand je suis arrivé en tant que
COO chez Cosa Vostra, j'ai découvert le no-code. Alors, l'histoire est assez rigolote parce que donc j'arrive chez Cosa Vostra en tant que COO et un jour, Laurent, donc, qui est le CEO de Cosa Vostra, me dit Bruno, j'ai un problème, j'ai un scénario sur Mec, qui à l'époque s'appelait Integromat, qui bug, est-ce que tu pourrais le réparer? Ma première réaction, c'était de lui dire écoute, t'es sympa, mon coco, mais tes trucs de no-code, moi, ça m'intéresse pas. Je suis un vrai développeur. Je touche pas à ces cochonneries. Donc, il m'a laissé tranquille. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, t'es sympa, mon coco, mais en fait, c'est ton taf. Donc, s'il te plaît, regarde le scénario et corrige-le. Donc, je suis allé voir et j'ai commencé en fait, j'ai vu la quantité d'API auxquelles l'outil make.com peut se connecter et ce qu'on peut faire avec. Et puis, assez vite, je me suis dit, bah tiens, en fait, moi, j'ai un tableau Excel dans lequel je référence tous mes épisodes de podcast en cours et passés. J'ai un Google Drive où j'essaie de mettre un peu mes prises de notes, les fichiers audio et autres. Peut-être que je pourrais me faire un scénario qui me crée automatiquement mon répertoire sur Google Drive quand j'ajoute un épisode dans mon tableau. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, en fait, peut-être que ça me pourrait me générer automatiquement le rendez-vous. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais brancher Calendly, comme ça, quand un invité prend rendez-vous avec moi, ça l'ajoute automatiquement au tableau et puis ça me crée automatiquement le répertoire. Et puis comme ça, petit à petit, de fil en aiguille, bah aujourd'hui, je fais plus rien puisqu'en fait, j'envoie un message à des gens pour leur proposer de venir sur le podcast, je leur donne un lien Calendly, ils prennent le rendez-vous tout seul dans mon agenda, tout se fait tout seul. J'arrive le jour du rendez-vous, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre, je discute avec la personne pour préparer l'épisode. Une fois que c'est terminé, ça s'envoie tout seul, ça relance l'invité pour s'assurer qu'il prenne le créneau d'enregistrement. Ça me prépare automatiquement mon conducteur pour le jour de l'enregistrement. J'arrive à l'enregistrement, vraiment, je me pose dans la chaise, je discute avec mon invité, j'appuie sur enregistrer, et quand c'est terminé, ça me prend les fichiers audio automatiquement, ça me fait le mixage audio, ça me fait le transcript de l'épisode, ça me crée un résumé, ça me crée un chapitrage, ça me crée un article que ça partage avec l'invité, qui du coup me donne sa photo de lui-même, ça me crée la vignette toute seule, ça publie tout ça après sur Webflow, sur la plateforme d'hébergement de podcast, ça crée les posts LinkedIn, Twitter et patata, et ça envoie un mail pour remercier l'invité et lui proposer et lui demander s'il peut me suggérer 2 invités. Et donc du coup, bah, il me propose des invités à qui je donne mon lien Calendly et ça repart. Et donc vraiment, et c'est ce qui me permet en fait effectivement de produire beaucoup d'épisodes. Et c'est ce qui m'a même permis en fait de produire trop d'épisodes. Aujourd'hui, en fait, moi, le rythme que j'ai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer. Moi, j'ai plusieurs formats d'épisodes. Il y a ce que j'appelle les épisodes sources, donc les points SRC, qui sont la conversation dans son intégralité que j'ai eu avec mon invité, qui dure en général environ 1 heure. Il y a ce que j'appelle les points exé, qui sont les épisodes compilés, où c'est un invité futur qui nous fait le résumé d'un épisode passé. On a les points diff, qui sont des refactoring, donc à 3 ans après, un invité revient sur le podcast pour nous faire un peu un update de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu. Il y a les points bin, qui sont des épisodes hors série. Et normalement, la logique, c'est le mercredi, je diffuse un épisode source. Le vendredi, je diffuse un épisode compilé. Et le lundi, si j'ai un épisode de Refacto, je diffuse un épisode de Refacto. Mais en fait, c'était devenu tellement facile pour moi d'enregistrer les épisodes qu'un jour, je me suis retrouvé avec une liste d'attente qui durait plus de 2 mois. C'est-à-dire qu'il se s'écoulait plus de 2 mois entre le moment où j'enregistrais et le moment où l'épisode était diffusé. Et donc, j'ai mis en place un algorithme, maintenant, qui, tous les lundis, regarde la taille de ma file d'attente et en fonction de la taille de la file d'attente, qui va diffuser un épisode. Donc, ça m'arrive assez souvent, pendant une certaine période, de diffuser 3 épisodes par semaine, sans que ça me demande plus de travail, en fait, au final, que d'en faire un seul. Ouais, c'est assez bluffant. Je me rejoins forcément le message d'Audrey qui dit tu nous partages ton workflow, parce qu'en fait, plus modestement, on a moins d'ancienneté, mais avec ce qu'on fait, en fait, il y a
il y a le jour J, il y a un replay, on fait aussi un article avec la synthèse. Mais aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont automatisées. C'était un autre débat. Est-ce que notre métier, c'est de l'artisanat ou de l'art? Aujourd'hui, on est voilà, on est sur de l'artisanat. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est pas, ben voilà, c'est pas anormal que un développeur fasse du no-code. Il y a quelques remarques aussi J'ai vu ça. dans le fil de discussion. On avait d'ailleurs, on a lancé l'année dernière avec Contournement une formation du no-code pour les devs parce que comme voilà, les matheux utilisent mieux Excel que les non-matheux, bah, finalement, les développeurs utilisent mieux les outils no-code parce qu'ils savent ce que c'est qu'une API, voilà, lancer des webhooks, et tout ça est très naturel. On voit tout de suite la puissance que ça peut avoir. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais ça me paraissait assez évident par rapport au nom du podcast. Il y avait un petit outil avant Zapier qui s'appelait IFT, If This Then That, qui commençait déjà à plugger avec des choses moins raffinées Exactement. qu'Integromat ou Make. Et question, je vais enfoncer une porte ouverte, est-ce que le nom du podcast est tiré de IFT ou pas du tout? Complètement. J'ai Ah, complètement surfé sur la vague, donc effectivement, c'est complètement ça. Alors après, le nom de If This Then That est tiré effectivement euh, d'un réflexe de dev, enfin d'un truc récurrent chez les devs, c'est qu'effectivement, on fait constamment des if, des else et autres. Donc c'est effectivement la base du dev. Mais donc effectivement, ouais, je me suis basé là-dessus. Il y avait, en fait, j'ai brainstormé avec des potes sur le nom du podcast. Il y avait deux options. Il y avait celle-là et l'autre piste qu'on avait essayé d'explorer. Euh, C'était autour de un truc qui énerve beaucoup les devs. C'est quand quelqu'un te dit oui, bah ça va, c'est juste deux lignes de code. Ou tu vois, où il suffit de faire ça. Et on avait essayé de chercher un nom autour de cette idée-là, de ça va, il suffit de faire ça. Et puis au final, on est resté sur le IFTTD. d'ailleurs, tiens, tout à l'heure, tu parlais d'avoir appris à programmer assez tôt. Et justement, tu dis qu'il suffisait de deux lignes de code. Il y a 2 semaines, il y a un des cofondateurs du Basic qui est décédé. Et toutes les semaines, j'écris une petite newsletter pour les apprenants, mais en 3 minutes sur l'info de la semaine. Et moi, à l'époque, donc c'était quoi? C'était au début des années 90. J'achetais Logiciel. Je ne sais pas si tu utilisais, tu avais connu ce petit journal et il y avait des programmes en 2 lignes Mhm. qu'on tapait religieusement et tu avais l'impression de faire des choses magnifiques parce que tu faisais des casse-briques, tu fais des trucs. Moi, je suis rentré dans je suis rentré dans le code comme ça avec du basique. À l'époque, c'était un VIC-20, donc je pense que c'était avant le Commodore 64, des choses vraiment des Ouais. grandes pièces d'antiquité. Et quand tu as parlé de modem 14K, ouais, c'était là pour le coup, tu as été en avance parce que moi, mon premier modem, je crois que c'était déjà un modem 56K. Ok. Oui, moi j'ai commencé aussi en basique grâce à mon frère en fait, qui m'avait appris à faire un programme qui rajoutait une face à une figure géométrique. Donc tu partais d'un triangle, puis ça te faisait un carré, puis un hexagone et ainsi de suite, jusqu'au moment en fait où ça te faisait un cercle, parce qu'en fait on avait des écrans qui avaient une résolution tellement pauvre qu'en gros au bout de 30 faces, ça ressemblait vraiment à un cercle. Mais j'avais trouvé ça fascinant qu'en écrivant ces quelques lignes, ça te faisait ce dessin. Euh, et, euh, et voilà, je suis devenu accro à ce moment-là. Il y a une question d'Eric qui dit après 30 ans dans le dev, est-ce qu'il y a un cliché sur notre métier que tu aimerais traiter dans ton podcast que tu Euh, n'aurais pas déjà traité? Bah, en soi, moi, il y a un cliché que euh, grâce au podcast, en fait, j'ai réussi à vraiment déverrouiller. C'est que les devs, on passe pour une population de gens très
très fermés sur nous-mêmes, constamment sur un écran, avec des capacités de communication relativement limitées. Et j'ai bien vu en fait avec ce podcast et tous les gens que j'ai reçus qu'en fait on fait un métier qui est extrêmement humain, qui passe énormément par la compréhension et l'écoute des autres, et que la majorité des développeurs et développeuses sont en fait des gens qui d'une certaine façon montrent une empathie extrêmement forte parce que ce qu'on veut c'est résoudre le problème des gens. Ce qu'on veut c'est leur apporter une solution. Et que donc on n'est pas du tout dans cette fermeture envers le monde que le monde nous imagine. L'inconvénient que j'ai, c'est que mon podcast s'adresse vraiment exclusivement à des devs, c'est-à-dire que dans les derniers sondages que j'ai faits, je crois que c'est 97% de mon audience qui est développeur, développeuse à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire qu'on va vraiment il y a des gens qui sont étudiants ou qui sont en train d'apprendre ce métier-là, ou des gens qui sont effectivement sur des rôles de CTO ou de tech lead, mais à 97% sont des gens qui sont développeurs ou développeuses. Donc, je pourrais difficilement combattre un cliché, parce qu'en fait, les gens qui ont ces clichés sur nous ne sont pas ceux qui écoutent mon podcast. Mais et en même temps, tu parlais d'empathie, de dimension humaine, il y a aussi le sens de la communauté et de l'aide, surtout dans les communautés open source. Complètement. On l'a vu, je pensais notamment, et ça me permettra de te lancer sur le prochain sujet, mais on a accueilli Anthony Maison, qui est directeur des opérations de Joli Code, et qui nous avait fait vraiment une très belle intervention sur comment on hack sa veille. Surtout, ils ont mis en place chez Joli Code des outils de syndication, de curation de veille et qui sont assez chouettes. Et lui, dans ses conseils, c'était aussi, dès que vous pouvez, rejoignez des projets open source pour vous faire la main, intégrer des communautés, et ça développe aussi une solidarité au sein de la communauté d'entraide pour quand tu payes ton ticket d'entrée, parce que c'est sûr que si tu n'as pas lu le manuel et que tu n'as pas bossé et que tu poses des questions de grands débutants dans des forums, là, tu vas te faire recevoir. Mais même, c'est quand même très, mais tu vois, même je trouve que, alors il y a des communautés effectivement où tu vas être plus ou moins bien accueilli, mais je trouve quand même que très souvent dans les communautés open source, même si tu poses des questions qui peuvent paraître un peu cons et autres, on va pas forcément te répondre juste RTFM. T'as quand même beaucoup qui vont prendre le temps de te dire, ben voilà, bienvenue, je vois qu'a priori c'est ta première contrib. Alors voilà comment ça se passe chez nous. Enfin, tu vois, il y a quand même effectivement, comme tu le dis, beaucoup d'entraide et beaucoup de bienveillance dans ces communautés open source. Pas toutes, je l'entends, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, dans la grande majorité, je trouve. Et un des points qu'on voulait aborder, un peu le risque, le bon équilibre entre la veille et l'action, le risque de devenir une sorte de petit rat de bibliothèque, parce qu'en fait, on est sur un univers, quand on est passionné, il se passe quelque chose partout, tout le temps, et de façon en rhizome, vraiment dans plein de profondeur. Et en fait, pour toi, avec le podcast qui te prend quand même une grosse partie, et c'est une partie de ta veille, comme on a aussi pas mal d'apprenants chez nous qui sont des jeunes développeurs ou des moins jeunes développeurs, c'est quoi le bon ratio de veille, ou si tu as deux, trois conseils sur cette partie-là, par quel bout on prend et on maintient sa veille sans forcément monter un podcast, et la réponse, ça pourrait être déjà écouter tout ton podcast depuis un moment, c'est une bonne manière de faire la veille. Mais plus sérieusement, comment il peut ouvrir un chakra ou donner quelques sources complémentaires que malgré ton sevrage, tu as encore en tête. Alors, la veille, pour moi, elle est primordiale. C'est ce que j'ai à chaque invité que je reçois sur le podcast, quand je leur explique un peu la philosophie qui est derrière et l'objectif. Ce que je leur dis, c'est que d'après moi, et c'est vraiment un avis personnel, ce qui fait justement la différence avec un bon ou une bonne développeuse, c'est justement avant tout une capacité à s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas rester trop centré sur sa techno, il ne faut pas se scléroser sur sa techno, parce qu'en fait, les technos, ça va, ça vient, ça bouge. Et très souvent, on a des sujets qui, en fait, touchent à des sujets un peu connexes. Et donc, il faut savoir s'intéresser à ce qui se passe un peu autour pour pouvoir parfois appréhender des problèmes de manière un peu différente. Ce que moi, je constate quand même avec après plus de 50 podcasts,
c'est que, alors, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous avez pu voir que j'ai traité énormément de sujets. On parle de hardware, on parle d'embarqué, on parle de production logicielle dans des tas de domaines différents, on parle de cybersécurité, on parle de management, de plein de technos de bases de données différentes, enfin de plein d'aspects différents. Moi, je suis un boulimique d'information, de savoir, de compréhension. C'est-à-dire que j'ai un besoin de tout comprendre, de tout savoir. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que, tu sais, on parle souvent des profils en T. Il faut que tu aies une expertise et plein de compétences ailleurs. Moi, aujourd'hui, avec le podcast, bah, j'ai pas suffisamment travaillé mon expertise principale. Donc, j'ai plus du tout un profil en T. En revanche, j'ai un profil qui est extrêmement vaste parce que pour le coup, je sais que je peux discuter euh, avec un expert technique dans n'importe quel domaine où en fait j'ai des trucs à apporter, j'ai des questions pas trop cons à poser à ces gens-là et j'ai toujours un petit truc, tu vois, pour les challenger, les piquer ou leur apporter un truc. Mais j'ai plus cette expertise principale parce que je me suis pas suffisamment concentré en me disant ok on va faire quelque chose. Effectivement, comme le dit Eric, quand on a trop d'infos, on retient pas tout. Alors et c'est pas tant qu'on retient pas tout, c'est que enfin je trouve qu'on est dans un monde fascinant. Je trouve que c'est complètement dingue. Et comme moi, j'ai effectivement cette boulimie de compréhension, de savoir, bah, dès que je creuse un truc, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à creuser, c'est de voir toutes les ramifications, essayer de creuser toutes les ramifications, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, mais il y a quand même un moment, il faut se dire, ok, c'est bien d'élargir ses horizons, mais il faut quand même se dire, en fait, moi, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je veux aller, et il faut quand même que par moment, tu te recentres sur ton truc. Donc, je ne sais pas s'il y a un ratio magique de dire il faut tant de pourcents de veille sur le reste et tant de pourcents sur son métier principal. Euh, il y a certaines personnes chez Google qui ont encore le droit d'avoir ce fameux 80-20 avec 20% de leur temps qui est dédié à de l'exploration, de la recherche et autres. Je pense qu'effectivement, c'est un ratio qui est pas mal. Mais après, ça dépend de chaque individu, hein. Chacun, effectivement, est différent. Euh, euh, Moi, après, aujourd'hui, c'est ça que, entre guillemets, ça me sert, c'est que moi, je fais des missions de CTO de direction de projet de manière assez macro, et ça me permet d'aller aussi parler aussi bien avec les devs qu'avec l'équipe infra, qu'avec l'équipe cybersec, ou avec tout ça. Donc, tu vois, ça me permet d'avoir cette vision globale. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à faire aussi pas mal d'épisodes. On va parler de management, tu vois, c'est pour aussi avoir cette composante d'équipe et de vision un peu plus globale. Donc, je pense que j'ai réussi quand même, tu vois, à me dire, à mettre à profit cette vaste connaissance. Et donc, je pense que ça peut bénéficier à plein de gens. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un moment, il faut choisir, se dire, OK, en fait, moi, je veux aller là. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer, quoi. Il y a eu quelques partages de sources avec des très très bonnes sources d'ailleurs. Je vois puisqu'on cite aussi le blog de Clock. On s'efforce à poster un article ou deux par semaine au moins. Forum IA, le site du W3org, le blog du modérateur et Numérama en source intéressante. Donc ça, c'est Chat qui a partagé cette liste avec nous. Est-ce que toi, tu as des outils de veille à recommander ou est-ce que tu as voilà, un Euh, dispositif parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire si tu commences à évoquer l'automatisation avec Make. J'ai commencé à avoir des choses un peu fortes où les gens qui regardent, qui font des transcripts de leurs vidéos, des chaînes qui suivent pour en faire une synthèse pour voir si ça vaut le coup ensuite d'aller les regarder.
Alors, le coût environnemental de tout ça, on pourra en reparler à l'occasion, mais je trouve qu'en termes d'approche de veille, de se dire, il y a des créateurs de contenu qui me plaisent, mais ils ont du déchet parce qu'ils doivent produire régulièrement. Et donc, avant de me dire, est-ce que je fais l'investissement, ben, je vais lire le digest. Et là, tu vois comment mail peut t'aider à faire tout ça. Parce que toi, voilà, tu as des outils ou les simples prescripteurs que tu as, justement, parce que tu demandes à besoin que tu fais intervenir pardon, 2 intervenants supplémentaires, ça suffit à couvrir une partie de ta soif de connaissances. Alors oui, effectivement, moi j'ai cet outil formidable à disposition. Effectivement, c'est ce réseau et ce podcast en fait qui me permet de faire ma veille d'une manière que moi je trouve hyper premium parce qu'en fait je reçois quelqu'un qui vient m'expliquer, comme tu disais tout à l'heure, hein, j'ai mes cours particuliers à domicile sur tous ces sujets de techno. Et tu vois, là je suis en train de préparer un épisode sur le Behavior Driven Development, truc que je connaissais pas du tout. Mais en fait, j'ai un invité qui m'a parlé d'une techno que je connaissais pas, donc j'ai commencé à creuser. J'ai vu qu'il y avait ce truc-là qui existait, le Behavior Driven Development. Je fais tiens, je connais pas, donc bah, je suis allé chercher sur Internet. J'ai vu qu'il y a un bouquin qui existe écrit par un Français. J'ai fait bah, banco, on y va. Je l'invite sur le podcast et on va apprendre avec lui pendant 1 heure ce que c'est que le BDD, le Behavior Driven Development. Donc, moi, en termes de mécanique de veille, j'ai un outil qui est pas si facile à répliquer parce que ça représente effectivement ce 5 ans de travail. Et après, dans la veille, tu vois, je sais aussi que chacun fonctionne un peu différemment. Il y a des gens effectivement qui vont préférer le podcast, d'autres qui ont préféré la vidéo, d'autres qui ont préféré lire des choses. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve formidable, c'est que tu vois, ça rejoint un peu ce côté un peu communautaire que tu évoquais. On vit dans un écosystème qui est quand même florissant. Il y a énormément de contenu qui existe de plein de formats différents. Moi, ma conviction, c'est que pour que la veille soit efficace et que tu le fasses entre guillemets naturellement, c'est qu'il faut que ça rentre dans un usage que tu as déjà. Donc, si tu as tendance à beaucoup être sur YouTube, bah, force-toi à ajouter dans ta liste de chaînes que tu suis des chaînes techniques, certaines un peu généralistes et puis d'autres qui vont être vraiment très pointues techniques pour que bah, en fait, ça pop naturellement dans ton flux. Si tu es plutôt du genre à avoir des flux RSS, bah, même consigne, tu en ajoutes dedans qui vont être un peu haut niveau et d'autres très techniques. Et donc voilà, donc quel que soit tes habitudes, il faut inclure dedans un peu de tech. Et c'est comme ça que tu vas commencer naturellement à engranger des choses. Je pense que si tu choisis un format qui t'oblige à sortir de tes habitudes, bah en fait, au bout d'un moment, c'est la veille qui va disparaître parce qu'en fait, on reste des animaux, on a on a des habitudes, on a des routines, et c'est difficile de sortir de ces routines-là. Donc Marocco, c'est identifier les trucs que tu fais quotidiennement et essaye d'ajouter dans ce truc-là des sources un peu plus techniques pour faire ta veille par ce biais-là. On s'était dit qu'on parlait aussi, parce que maintenant que tu as toute cette expertise et ce cumul, on s'est dit qu'on parlerait aussi de l'avenir du dev, et notamment, c'est pas un sujet tarte à la crème, hein, vraiment, parce il préoccupe beaucoup les jeunes et les moins jeunes développeurs. C'est IA et développeurs, comment on cohabite, où est-ce qu'il y en a un qui mange l'autre. Alors bon, après, sans jouer au futurologue, toi, d'où tu es aujourd'hui, quelle grosse tendance tu vois pour l'avenir court terme? Euh, on a un métier, je pense, qui va euh, peut-être pas drastiquement changer, mais qui va peut-être fondamentalement changer. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en même temps. Il y a bien évidemment l'arrivée des LLM qui est en train de changer un peu les choses. Je pense que beaucoup de dirigeants d'entreprises pensent que on va pouvoir générer du code
en écrivant une phrase. Je pense que c'est une aberration, parce que si tu regardes historiquement comment se passe la production logicielle, on voit des projets où tu as des specs qui font 200 pages et malgré tout, on arrive à créer des systèmes qui correspondent pas vraiment à ce que les gens ont demandé. Donc, espérer qu'on arrive à créer des applications qui fonctionnent avec juste un prompt de 2 phrases, ça me paraît un peu utopiste. En revanche, il y a un gain fondamental dans ce que les LLM vont nous apporter dans notre métier de production logicielle au quotidien. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la BD XKCD, qui est une BD écrite dessinée par Randall Munroe, qui est un type que je trouve formidable. Je vous recommande d'aller le suivre si vous parlez anglais. Il a un bouquin que je trouve génial qui s'appelle What If, où c'est un ingénieur qui te fait des réponses très sérieuses à des réponses complètement cons. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si tous les humains sautaient en même temps au même endroit? Et donc, il te fait une réponse très précise où il t'explique qu'est-ce qui se passerait au niveau de la Terre si tout le monde saute au même moment. Et surtout, il a une vraie démarche d'ingénieur, c'est il te dit, mais en fait, au-delà de ça, il faut se demander comment est-ce qu'on fait pour amener tout le monde au même endroit, où est-ce qu'on pourrait mettre le monde entier au même endroit, et comment on fait pour que tout le monde puisse repartir chez soi après. Et il te fait une réponse, t'en as pour 8 pages, où il t'explique tout le truc. Donc moi, je suis fan. Et bref, il a une BD où tu vois justement quelqu'un qui est sur un ordinateur, un type qui arrive derrière et qui lui dit demain on n'aura plus besoin de toi parce que je pourrais expliquer à la machine ce que je veux comme logiciel et la machine pourra le créer pour moi. Et du coup le gars lui dit mais comment tu feras pour expliquer à la machine ce que tu veux? Il dit c'est simple, il faudrait que je lui explique clairement ce que je veux en lui expliquant bien toutes les actions que je vais avoir. Oui, en fait mon métier est safe, c'est-à-dire que euh, même si on va pas continuer peut-être à coder en React, peut-être que demain on codera en français directement, mais en fait on aura besoin d'avoir cette logique, cette construction, cette conception de ce qu'est une application, de ce qu'est un logiciel, pour apporter une réponse à une problématique. Donc on a un métier qui va changer, on a des technos qui vont complètement changer, qui vont effectivement complètement shifter. Et moi je vois aussi le no-code comme un changement de paradigme assez fort. Je pense que on va avoir de plus en plus d'outils créés par des personnes qui ne savent pas taper la moindre ligne de code, mais qui apprendront le concept de conception logicielle sans apprendre la grammaire que peut être la programmation, qu'on aura toujours besoin de développeurs et de développeuses, bien évidemment, pour des systèmes peut-être plus complexes, plus lourds et compagnie. Donc, je pense que ça va changer le paysage. On va avoir des manières de créer de l'applicatif qui va beaucoup s'éparpiller, beaucoup changer. Et je pense pas qu'il faille y voir une inquiétude quelconque pour notre métier historique de développeur. Moi, il y a une analogie que j'ai déjà utilisée plusieurs fois sur le podcast, qui est l'analogie du monde du cinéma. Il y a 50 ans, si tu voulais montrer un film au monde entier, il te fallait des scénaristes, des acteurs, des actrices, des techniciens, il te fallait des caméras hyper chères, des éclairages, il te fallait un producteur, il te fallait un diffuseur, il te fallait des annonceurs, il te fallait une myriade de moyens techniques et humains. Et aujourd'hui, tu sors ton téléphone, tu appuies sur un bouton et tu as un truc qui est disponible au monde entier. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire du cinéma à l'ancienne. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des trucs absolument géniaux avec juste un iPhone ou un Android, bien évidemment. Mais tu regardes sur YouTube ou sur TikTok, il y a des niveaux de production et de qualité et d'ingéniosité qui sont absolument géniaux. On continue à faire du cinéma à l'ancienne. Parfois, il y a des films de merde et parfois, il y a des très bons films. C'est une histoire de goût, bien évidemment. Mais ça montre bien que pour nous, pour moi, de la même façon, notre métier ne va pas disparaître. Il y a des gens qui feront des applications avec des outils comme Bubble, comme Airtable, comme Make, comme Webflow, comme ce que tu veux, qui fonctionneront très bien, qui seront des super trucs. Il y a des gens qui feront de la merde avec, fine. Et puis, il y a des gens qui continueront à faire du React, qui continueront à faire du C, à faire de l'assembleur, à faire des trucs comme ça, et qui font des trucs merveilleux, d'autres qui font des trucs toujours aussi pourris. Mais tu vois, le métier va pas disparaître.
Mais pour moi, quand tu baisses la barrière à l'entrée et que en fait plus de gens peuvent rentrer sur ces métiers-là et faire des choses, c'est là où tu multiplies les potentiels et tu donnes les moyens de faire plus de choses. Donc, je pense qu'on a un métier qui va changer dans sa pratique avec les outils d'IA qui vont nous permettre de faire les choses différemment. Euh, Très clairement, c'est Sam Altman, hein, le fondateur d'OpenAI, qui le disait, l'IA va pas remplacer ton job, mais ton job va être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Donc, et je pense que c'est très juste et très vrai. Euh, et je pense que le paysage de nos collègues va effectivement complètement exploser et qu'il va falloir accepter que un créateur d'applicatif, ce sera pas forcément quelqu'un qui tape des lignes de code et qu'en fait on fait tous la même chose, c'est qu'on répond à un problème, on apporte une solution à un client, certains avec de la programmation, ce qu'on appelle de la programmation visuelle, certains avec de la programmation traditionnelle, donc certains au clavier, d'autres à la souris, mais on fera le même métier. On n'aura pas le même maillot, mais on aura la même passion. Expression, j'utilise aussi de temps en temps, donc ça fait drôle de l'entendre en miroir comme ça. Il y avait une question un peu personnelle dans le fil. Excusez-moi si je rate quelques-unes, mais il y a, alors, j'ai oublié l'auteur, mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de, après 300 épisodes et 5 ans, est-ce que tu n'as pas eu des moments de lassitude? Si, bien sûr, oui, non, bien sûr, j'ai eu des moments de lassitude. J'espère qu'ils se sont pas trop ressentis à l'écoute. Mais oui, il y a des moments de fatigue. Il y a des moments de stress parce que en fait, tu vois, genre, t'as plus beaucoup d'inventaire et que tu commences à faire des épisodes un peu n'importe comment parce qu'il faut avoir un truc à diffuser pour maintenir le rythme. Il y a des moments de lassitude et ce que je constate, c'est que c'est aussi des moments où il y a des baisses d'audience et en fait, ils sont corrélés à la même chose. Et je pense que c'est très lié à ma personnalité et ça semblerait être aussi celle de mes auditeurs et auditrices. C'est que quand je fais trop d'épisodes d'affilée qui vont parler de management, d'organisation, quand je fais trop d'épisodes d'affilée qui sont pas assez techniques, en fait, on s'emmerde tous, quoi. Que ce soit moi ou les gens qui m'écoutent. Il y a un moment, on se dit, ouais, bon, ok, c'est sympa, les chefs de projet, les PO, les OK, c'est cool, mais on peut parler un peu code, on peut se faire un sujet un peu fun. Et voilà, tu vois, j'ai compris ça et maintenant, j'essaie de l'identifier. Je me dis, OK, là, ça va, tu as fait suffisamment d'épisodes un peu au niveau machin, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on redescende un peu pour repartir un peu de plus belle, quoi. Et je rebondis avec une question de Séverine. Est-ce que tu peux partager avec nous, alors elle demande ton épisode préféré, euh, on va dire quelques épisodes préférés, comme ça tu fâcheras avec moins de personnes. Euh, alors, un de mes épisodes préférés, c'est... alors, j'ai plus le numéro, mais c'est avec Constantin Deylac. C'est l'épisode 100 et quelques. C'est sur l'ordinateur quantique. Euh, c'est un ordinateur c'est un épisode qui est passionnant parce que, bon, déjà, le sujet est fou. On parle quand même d'ordinateur quantique. C'est complètement dingue parce que Constantin a pour moi le job title le, le plus génial qui existe parce il est Quantum Software Developer. Donc, je trouve que déjà ça, sur un CV, quand même, ça en jette. Mais surtout, je trouve que c'est parmi mes invités celui qui réussit le plus grand écart euh, de quelqu'un de brillant, mais vraiment qui a une expertise sur un sujet quand même hyper pointu, avec une capacité de pédagogie et d'explication qui est fou. Euh, c'est vraiment un épisode que je vous recommande d'écouter si vous voulez comprendre l'ordinateur quantique. Écoutez cet épisode avec Constantin Deylac. Et c'est génial. Vous n'avez pas besoin de connaître la physique quantique. Juste si vous en avez un petit peu entendu parler, ça suffit complètement.
Et tu vois, il a vraiment une capacité d'apprentissage, alors que le gars est hyper intelligent, quoi. Enfin, il connaît des trucs de fou, mais il te les explique super bien. Donc ça, c'est un épisode que je recommande. Euh, C'est l'épisode euh, 109, d'ailleurs, pour ceux qui... 109, merci beaucoup. voilà. Il y a un autre épisode que j'avais adoré, mais parce il était comme moi, il était un peu barré. Je crois que c'était avec Olivier. Olivier, en fait, il a décidé de recréer un ordinateur 8 bits. Et en fait, il raconte que un jour, sa fille lui a demandé comment fonctionne un ordinateur. Et que, comme tout ingénieur, il allait un peu trop dans le détail et expliquer le concept d'une porte logique, d'un transistor et d'un processeur à sa fille de 9 ans. Et il s'est dit qu'en fait, tout ça, il s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait le refaire? Et donc, il a essayé d'abord de recréer un transistor, et puis après de recréer un processeur dans son salon. Et petit à petit, il a recréé un ordinateur 8 bits dans son salon, avec son processeur, sa carte réseau, sa carte graphique, et ce genre de choses. Et du coup, c'est une source d'apprentissage folle, parce que ça permet de revenir aux fondamentaux de c'est quoi un transistor, c'est quoi une porte logique, comment est-ce qu'on assemble tout ça, comment est-ce que tu passes du processeur à l'assembleur, de l'assembleur au C, comment tu arrives après au, au système d'exploitation, comment tu ajoutes le réseau, comment fonctionne un écran. C'est-à-dire que ça nous paraît tellement évident en fait, mais c'est un ensemble de problématiques qui est fou, et dans lequel il s'est jeté tête baissée. Et donc il raconte tout ça, donc l'épisode était génial. Euh, je vais essayer de me limiter à 3, ça va être dur, mais j'ai aussi adoré l'épisode avec JB Kempf, qui est un des créateurs de VLC. Euh, JB pour moi, qui fait partie des invités les plus experts sur leur sujet que j'ai reçus. Si vous connaissez pas JB, vraiment allez écouter l'épisode et sachez que JB, c'est un gars qui est tellement expert sur son sujet de l'encodage et du décodage vidéo que aujourd'hui, tous les fabricants d'écrans, Sony, LG et compagnie, passent par lui à un moment pour travailler sur la notion de l'affichage d'une image sur un écran. C'est te dire à quel point le gars, quand même, on parle vraiment d'une pointure dans le monde de l'encodage et du décodage vidéo. Et lui aussi nous explique en détail comment fonctionne un signal HDMI, par exemple. Donc, épisode très technique, mais que j'ai trouvé passionnant. Épisode 198, puisque je pense qu'il y a une course de vitesse entre Audrey et Nathalie. Et l'épisode sur l'ordinateur quantique, c'était l'épisode de 238. Et puis il y a quelques. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas avare d'intervention, JB, mais il intervient aussi sur des. Il y a quelques vidéos qui traînent aussi très didactiques avec des youtubeurs avec un tout petit peu plus de notoriété, de visibilité que nous deux réunis. Ouais. Mais voilà, ça mérite toujours l'intérêt. Et merci pour les trois. Et je précise bien, si Jahu et les autres devaient nous écouter, tu aurais choisi forcément celui que tu as pas cité en 4e. Exactement. Voilà, ex-aequo. Exactement. Ah, mais pour le coup, c'est que c'est très dur à choisir, parce que j'ai fait. Il y a Bien plein sûr. d'épisodes que je trouve passionnants, des invités qui sont géniaux. Donc c'est effectivement dur de choisir. On est pile poil dans le créneau horaire qu'on s'était donné. Je ne sais pas s'il y a des questions qui n'ont pas été remontées, parce que j'ai dû en rater quelques-unes. Donc, je vous laisse quelques minutes si vous aviez une question bonus ou mystère. Tu vois, on a suivi ta pratique, on t'a même pas demandé des conseils pour les prochains intervenants, puisqu'on en a de facto piqué un chez toi. Et tu as raison, au début, on commence avec des groupes de copains, puis les copains des copains. C'est comme ça qu'on a aussi lancé les happy hour. Puis le format s'installe progressivement dans notre univers et donc on
quand on a des idées aussi, quand il y a des gens qui réagissent, interagissent avec des sujets qui nous intéressent, et on va les solliciter. Et en fait, les gens sont très généreux très facilement. Enfin, c'est quelque chose, dans moi, les pensées limitantes que je pourrais avoir par rapport à notre approche, c'est se dire, ah, mais un tel, il va jamais trouver une heure pour nous, il va jamais se libérer. Et en fait, c'est rarement le cas. On essuie rarement des échecs quand on pose des questions ou qu'on demande aux gens de venir. À part ça, Sam Altman n'a pas encore accepté notre invitation. Non, je plaisante, j'ai même pas essayé de le joindre. Mais c'est vrai que ce sont des expériences très chouettes. Alice se dit, est-ce qu'il y avait eu aussi est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises après les 300 épisodes ou ou des moments d'épiphanie ça va peut-être Euh, être un peu redondant avec tes épisodes préférés, je sais pas. alors non, parce que tu vois, moi, la bonne surprise que j'ai eue, et pour le coup, c'est pas forcément tech plus que ça. Donc moi, il y a un an, j'ai quitté l'entreprise où j'étais à l'époque, chez Cosa Vostra. J'ai commencé une formation, un exec master au sein de l'école polytechnique. Et donc là, en septembre, je commençais un peu à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je fais après. Encore une fois, tout le monde me dit, il faut que tu actives ton réseau, tu as un super réseau, active-le, active-le, active-le. Je savais pas quoi faire. Et donc, j'ai juste envoyé un mail à tous mes invités. Vraiment, j'ai fait un mail automatique, hein. J'ai envoyé un mail à tous mes invités en leur disant je, je cherche ce que je pourrais faire après et je sais pas quoi faire. Et en fait, j'ai eu un taux de réponse que j'ai trouvé phénoménal. Et je me suis retrouvé d'un coup avec un agenda rempli de rendez-vous, avec plein d'invités, d'anciens invités qui venaient juste parler avec moi et m'aider à me dire bah tiens, il y a ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, t'as fait quoi? C'est quoi tes moteurs? Enfin, tu vois, qui ont essayé de m'aider à déverrouiller des trucs et à comprendre ce que je pouvais faire et à m'aider du coup aussi à trouver la suite. Donc, je suis encore en phase de recherche avec quelques pistes. Mais tu vois, je m'attendais pas en fait à ce que il y ait un tel. Euh, ouais, enfin, j'ai vraiment j'ai eu un taux de réponse. Tu vois, j'ai écrit à un peu moins de 300 personnes parce que j'avais pas encore fait 300 invités. Et j'ai eu plus de 80 réponses. J'ai fait plus de 80 rendez-vous avec des gens qui naturellement m'ont dit bah ouais, bien sûr, vas-y, on se prend un café, on se prend une bière, on se fait une bouffe, on s'appelle et juste on discute et je t'aide et on trouve un truc quoi. Et donc cette humanité, cette aide, pour moi ça a été une immense surprise. En vrai, je pense que c'est ma plus grosse surprise après 300 épisodes, c'est de voir autant d'invités qui reviennent vers moi, alors qu'au final c'est des gens que j'ai croisés qu'une heure et demie dans ma vie, hein, pour la très grande majorité, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire pour certains. Ouais, c'est vrai que c'est une belle aventure humaine à chaque fois. Je pense que ça répond à la question que Nathalie avait relevée d'Eric. Voilà, à quoi tu as eu. Voilà, vous avez quoi, voilà, grâce au podcast que vous n'auriez pas pu faire sans le podcast à part ta veille. Ben, finalement, Mm. c'est cette partie-là aussi, cette dimension réseau, mais alors que c'est pas forcément construit comme ça. En fait, Exactement. ça se fait naturellement. Ouais. Et c'est toujours très plaisant de voir la générosité des gens, quoi. Voilà. Ouais. Je te propose qu'on reste sur ce grand message d'humanisme et de générosité. C'est très plaisant dans des contextes où parfois on a envie de se recroqueviller sur nous, être un peu pessimiste. C'est très chouette. J'encourage bien sûr les gens à écouter les sujets qui les intéressent. C'est vraiment riche. On a des interlocuteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ailleurs souvent. Et moi, ce que j'aime bien sur le podcast, c'est ce temps long, il n'y a pas de pression, on prend bien le temps de reformuler et donc voilà, on fera la synthèse, on mettra quelques liens et donc on repoussera aussi tout ça Merci sur beaucoup. notre réseau. Je t'en prie, c'est complètement, franchement, je pense que c'est une opportunité qu'on donne aussi à notre communauté. Donc, on était vraiment très content
de t'avoir. Dans 15 jours, on va aussi avoir un autre angle avec Evan, et ça va être avec Evan, pardon, ça va être très sympa aussi. On a déjà fait la préparation, donc on sait que ça va être chouette. Il va y avoir un replay pas pour les retardataires, mais on les publie tous. C'est moins biais qu'un podcast, c'est parfois moins facile à écouter parce qu'il n'y a pas l'intérêt du direct et l'interaction. Mais en tout cas, c'est un format que j'ai toujours grand plaisir à faire. Et merci beaucoup pour ton temps et toute la qualité d'échange qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous de vos questions et de l'intérêt sur ce petit podcast au final, hein. Donc, merci Cyril. Merci Audrey pour d'avoir permis tout ça. Et merci à tous. À très bientôt, et puis je coupe l'enregistrement. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.